Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, comme promis, j'ai dit que j'allais faire sur un Target Classics, le seul et unique Target Classics que j'ai. Enfin, pas que je n'ai qu'un seul, mais vous avez compris le délire, mais ce que j'ai acheté. Voilà, si vous avez peut-être pas compris mes mots, bon, c'est vrai qu'avec un peu de chance, ce que je dis, c'est pas très... Ah, je sais pas comment vous pouvez le prendre, mais voilà, ce qui est dit est dit. Voilà, je vais vous montrer directement. Donc voilà, le Target Classic sur WrestleMania 5 et 6. Voilà. Vous savez bien qu'il y a 2 DVD à l'intérieur, ça sert à rien que je vous le montre. Maintenant, la liste des matchs. Tout d'abord, je vais voir aussi, parce que je dois pas essayer de me tromper. Alors, tout d'abord, le premier match, c'est Hercule contre le roi Aku, accompagné par Bobby Heenan. Match très court, je me rappelle que ce match était très très court. Je pars directement crescendo pour éviter de perdre moins de temps. Donc je vous promets que je vais perdre moins de temps en citant les matchs. Et que c'est victoire de Hercule, par tombée bien sûr, et pas par soumission malheureusement. Ensuite, le deuxième match. Attendez. Les Twin Towers, donc Hakim et Big Bossman contre... avec Slick, d'accord, leur manager Slick. Donc les Twin Towers contre les Rockers. Shawn Michaels, Marty Jannetty, qu'ils étaient seuls. Il est présent dans le coffret de Mr. WrestleMania. Pareil pour les Rockers. Attendez. Ouais, contre la Orient Express. Donc ils sont tous présents. Et que j'avais dit, sans me faire trop d'erreurs, que c'était la victoire des Twin Towers. Et que j'avais mis une note un peu décevante, je vous le reconnais. Qu'il était très moyen sous la carte. Voilà, donc c'est victoire des Twin Towers. Je sais. Ensuite, Brutus de Barber Beefcake contre Ted DiBiase. Et qu'il était accompagné par Virgil. Il n'y a pas de stipulation comme quoi un des deux se fera raser les cheveux ou couper les cheveux. Vu comment Brutus Beefcake était avant tout un barbier de sa gimmick. Mais il le joue vraiment pour de vrai. Eh ben, après des échanges de coups et de prises à portée de main, même si les Nearfall n'étaient pas encore au rendez-vous pour les fans. Donc les Nearfall, c'est, on va dire, les bonnes réactions de la foule qui réagit aux faits et gestes que font les catcheurs. Pour le côté si spécial, malheureusement, les matchs comme ça, c'est un peu moyen, qualité un peu en dessous. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont aller à l'extérieur du ring, ils vont se battre. Et l'arbitre, il va compter jusqu'à 10, ça veut dire que l'un des deux remporte le match. L'un des deux ne remporte pas le match, donc il n'y a que des perdants. Donc match nul, donc il n'y a que des perdants. Qui est beaucoup plus différent qu'aux limites du temps. Donc voilà. Ensuite les Bushwhackers, Luke et Butch, pas Butch, Pete Dunne bien sûr, contre les Fabulous Rougeau. Donc Jacques Rougeau et Raymond Rougeau accompagnés par Jimmy Hart. Match par équipe. Et ouais, les Québécois. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir de plus? Un peu moins. Car j'ai remarqué que certes, les deux équipes, ils peuvent, on va dire, essayer de faire du bon catch. Surtout les Rougeaux. Enfin, ouais, les Rougeaux. Jacques et Raymond Rougeau, ouais. Donc, on se dit peut-être qu'avec les Rougeaux, ça fonctionnerait bien. Je pense que je m'attendais pas à mieux, pour être honnête. Et malgré tout leur effort aux Rougeaux, ils perdent face aux Bushwhackers. Donc c'est les Bushwhackers qui battent les fabuleux Rougeaux.
Ah ben oui, j'avais même oublié de préciser. Donc ce match-là, putain, pourquoi je cite pas les, les notes globales. Donc 3,10, celui-là je le noterai en description. 3,20, 3,20 aussi. Là, le match-là est un banger. Entre Mr. Perfect Kurt Hennig contre le Blue Blazer qui est Owen Hart. Là, il est différent. J'ai remarqué que c'était un très bon match. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de doute. C'est un bon match selon moi. Contrairement à la plupart qui vont suivre. Que je me rappelle le souvenir d'en avoir rien vu. Et je ne dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour de vrai. Eh ben, que des bons enchaînements entre les deux techniciens. Et voltigeur aussi de la part d'Owen Hart. Vu comment lui aussi savait voltiger, comme il pouvait être technique. Mais malgré ses efforts au, au grand désarroi, donc à son grand désarroi, eh ben, il perd face à Kurt Hennig avec le perfect suplex de la part de Kurt Hennig. Voilà. Donc, c'est victoire de Mr. Perfect. Ce match-là, je lui mets un 3,40. Voilà, il est plus bon que la plupart. Ensuite, The Demolition, donc Axe et Smash, qui étaient les champions par équipe WWF. Et c'était un match handicap. Ah bon. Donc contre The Power of Pain, Warlord et The Barbarian, accompagné par Mr. Fuji. Attendez. Ah oui, attendez. Il faut que je... Ah d'accord, ils étaient 3. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Ouais, donc étrangement que Monsieur Fuji s'arrange aux côtés des hommes puissants, qui sont The Power of Pain, la douleur et la puissance, comme j'aimerais le préciser. Donc vraiment, vraiment étonnant de voir ça. Et que, bien sûr, c'est pour les titres, mais ils vont pas le couper à moitié en deux pour Mr. Fuji. Si ça aurait été un titre trio, ça aurait fait l'affaire, mais là, c'est pas le titre trio. Et je vais pas trop tarder dessus. C'est The Demolition qui bat Power of Pain, donc ce que j'ai cité. Et ce match-là, 3,20, je le dis direct. Ensuite, Dino Bravo avec Frenchy Martin. Ah oui, les Québécois, ouais. Donc Frenchy Martin est un manager de Dino Bravo contre Ronnie Garvin. Tiens, Ronnie Garvin, c'est celui qui piétine ses adversaires. Et que c'est repris par Randy Orton. Ouais, d'accord. Eh ben pourtant, pas de chance pour Ronnie Garvin, car il se fait battre par Dino Bravo, sans plus ni rien. Ce match-là, 3,10. Ensuite, The Brainbusters, donc les futurs Four Horsemen, ou les Four Horsemen seulement. Tony Blanchard, Arn Anderson, et qu'ils étaient accompagnés par Bobby the Brain Heenan contre Street Force, Tito Santana et Rick Martel. Là, ils essayent de nous produire un bon match par équipe, qui est exactement le cas, même si la suite reste à venir, parce qu'on va pas s'arrêter à là. Eh ben, il était pas mal hein, quand même. Il était vraiment pas mal. Et je sais que tu vas sûrement me dire, cinéphile, que WrestleMania 5 a eu lieu au Trump Plaza. Oui, je sais. Et c'était pareil pour WrestleMania 4, mais que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Donc, comme je dis, très bon match entre Street Force et Brainbusters. Des changements de manière tactique,
Un peu énervant sous les bords de la part des heals, mais qui fonctionne très bien. Et que malgré le côté détestable qu'ils peuvent aborder, eh ben, ils font le taf, ils font le job. Et ça, c'est ce qu'on aime voir, des grands bosseurs, des grands hommes qui savent bosser. Eh ben, je me rappelais que ça bosse, jusqu'à ce que Strict Force remonte la pente, manière difficilement. Ils veulent du soutien de la foule. Eh ben, ils ont un petit peu de soutien jusqu'à ce que, dans leur élan, d'un moment de malheur, l'arbitre, on ne sait pas pourquoi, il est tout le temps KO. C'est normal, les arbitres ne font jamais de sieste dans la vraie vie. Ils font la sieste sur le ring. On peut dire ça, micro-sieste. Mais bon, tout ça n'avait, on va dire, un peu fatigué. Donc ça m'a un peu fatigué, les moments comme ça. Et que malgré tout, ben, c'est les Brainbusters qui bat Strict Force. Car je vois mal Strict Force remporter face à une équipe de vétérans vraiment expérimentés et qui collaborent bien ensemble. Vraiment, je ne vois pas d'autres moyens. Donc ce match-là, 3,40 également. Voilà. Ensuite, Jake Roberts contre André le Géant. Un match simple où Big John Studd est arbitre spécial. Donc oui, il est en tant qu'arbitre spécial. Est-ce qu'il va être partial ou impartial? Et avant qu'on passe à ce match, oui, il y a eu un Piper Spit entre Brother Love, Morton Doheny Jr. Ah bon, Doheny Jr. Je sais pas si c'est le père de Robert Downey Jr., mais... Oh putain. Oh purée. Oh, je savais pas. Peut-être que c'est son père, mais je ne sais pas trop. Il faudrait que j'aille me renseigner. Donc oui, il y a eu un Piper Speed. Je me rappelais tout d'abord que Brother Love, qui est Bruce Pritchards, le célèbre producteur, booker, ce que vous voulez, eh ben, il était venu un premier temps en faisant sa pâle copie d'imitation de Roddy Piper, en portant le kilt, ou encore quand il joue son propre perso, qui est Brother Love, eh ben, il joue le rôle de Roddy Piper en parlant manière énervée, comme ça, manière énervée. Oui, je sais, je fais bouger la caméra, mais c'est un exemple. Vous avez au moins compris. Jusqu'à ce qu'il fait venir... bah, comme j'ai dit, cette personne, Morton Downey Jr. Et par contre, ce qui me dérange avec ce scènement, et il est présent dans le coffret Band to Controversy de Roddy Piper Story, un coffret que je n'ai pas, et ben ce scènement, il est présent que je sais pas ce qu'il a, Morton Downey, mais vous savez bien, le décor de Piper Spit, tout est fait en comme des chemises à carreaux, mais on va dire c'est le décor à carreaux couleur rouge. Eh ben, il y a un cendrier, les tabourets étaient en, allez, en tissu de rouge, comme des vestes à carreaux. Et il y avait même un cendrier que Morton fumait. Bref, il en a fumé des cigarettes jusqu'à ce que Piper se pointe. Il commence à se moquer de Brother Love en disant tu voudrais présenter mon émission tout seul alors que je t'ai pas demandé l'autorisation. Il va se moquer de lui, de son apparence physique parce qu'il est gros, ou encore parce que son kilt est presque assorti avec le costume blanc. Et il se demande si au moins t'avais mis un slip. Et après, je me rappelle que un coup que Morton, il a fini de trop fumer sous le ring, il ouvre sa boîte, il s'en fume encore une, et encore une, et encore et encore. Il ne fait que fumer. Je vous assure, ne fumez pas comme cet homme le fait. Voilà pourquoi on attrape des problèmes cardiaques. S'il vous plaît. Et que, et que je me rappelle
lors du dialogue entre Brother Love et Piper, eh ben, Morton, ce qu'il fait, ben, il balance des cigarettes par terre. Alors qu'il en a plein dans sa boîte, le type. Il en a plein, en s'en fumant une, encore une, encore une. Il en a son combien? Il en a vraiment son combien? Et après, c'est là où Piper, eh ben, il enlève son kilt. Et là, on a remarqué que Brother Love, il avait, on va dire, une grenouillère de lutteur, tout rouge. Et après, un coup qu'il a fini d'humilier ben, Brother Love, eh ben, il va un peu tailler Morton Downey Jr. en disant tout d'abord, bah, tu es mon invité spécial et que tout le monde est content de te voir. Et après, je me rappelle qu'il arrêtait pas de lui fumer à la gueule. Vous voyez, un coup qu'il fumait, ben, il crache un nuage de fumée. Et je me suis dit, il n'y a pas à dire c'est énervant avec une cigarette à la bouche. Et que je trouve ça vraiment chiant. Honnêtement, chiant. Et c'est là le fameux scènement connu où Piper a pris un extincteur pour fumer un peu Morton Downey Jr. Donc oui, c'est là. Et je ne m'y trompe pas. Donc je vous assure que c'est bien là. Maintenant, passons ça au match cette fois-ci. Donc je disais entre Jack de Snake Roberts contre André le Géant. Et que Big John Studd était en arbitre spécial. Et que André le Géant était toujours accompagné par Bobby Heenan. Donc le match se terminait tranquillement. Vraiment tranquillement, tranquillement. Jusqu'à ce que, si je crois bien, Bobby Heenan frappe Jake Roberts sous les yeux de l'arbitre, ou est-ce qu'André Géant va on va dire frapper Roberts dans les cordes sans s'arrêter, et il se fait disqualifier André, jusqu'à ce que Jake ben, il ramène son serpent qui est Damien. Oui, il a fait venir Damien. Et ce qui va arriver, ben, il va prendre le serpent dans sa main, et André Jean, il a une phobie des serpents, donc il veut pas se faire mordre, donc il décide de quitter le ring parce qu'il a peur des serpents, et voilà, il se casse en bon couillon qu'il est. Et bon, je le comprends, il y en a qui ont la phobie des serpents, je le comprends. Donc ce match-là, allez, 3,20, voilà, je passe. Attendez, il n'y a que ça. Donc tout d'abord, ben, la Hart Foundation, Bret Hart et Jim Neidhart contre Greg the Hammer Valentine et Honky Tonk Man, le sosie de Elvis Presley, et qui s'est accompagné par Jimmy Hart, pardon. Un match que je pense jamais avoir noté celui-là non plus. De toute façon, la plupart des matchs que je cite, il y en a que je les ai pas cités du tout en note globale. Vraiment pas du tout. Et pourtant, je ne misais pas une pièce sur Valentine et Honky Tonk Man, même si il y aurait fort potentiel, mais je ne misais pas une traite. Donc c'était une victoire de la Hart Foundation avec la Hart Attack. Je connais les finishes comme si je savais déjà. Pas tout, je vous le reconnais, pas tout, parce qu'il y en a qui sont un peu lassants et que je préfère m'en éloigner, vraiment. Donc voilà, ce match-là, 3,5. Voilà, 3,5. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Ultimate Warrior, enfin, ouais, Rick Rude contre Ultimate Warrior. Alors, c'est là, je vais pas faire d'erreur, c'est là où Rick Rude remporte le titre intercontinental, alors qu'il avait déjà son pantalon collant avec le titre, donc il avait déjà l'initiale marqué sur son entrejambe quand il fait un tournement du bassin. Ouais, en plus, j'ai même spoilé la victoire de Rick Rude. De toute façon, c'est vrai, je vous le cache pas, c'est la vérité. En fait, pour expliquer, vous savez que Ultimate Warrior est quand même quelqu'un de très chaud, de très explosif.
il démarre tambour battant, très nerveux dans sa manière d'être intense sur le ring, vraiment très intense. Et ben là, il s'est fait surprendre par Bobby Heenan, en fait, quand il devait faire souplesse arrière. Et ben Bobby Heenan, il prend la jambe de Warrior en le faisant tomber. Et là, j'ai même vu au ralenti, Rick Rude a failli se casser la nuque. Ah, sale chute. Mais il fait quand même le tomber. Et du coup, ben, c'est Rick Rude qui remporte le match et remporte le titre. Mais après, le Warrior sait bien qu'il s'est fait avoir par Heenan. Donc il décide de se lancer à sa poursuite, de le massacrer. Et c'est ce qu'il va faire, il va le massacrer, même s'il a voulu se faire sauver par son client Rick Rude. Cela n'a rien suffi, mais vraiment rien suffi. Donc voilà, ils se font frapper, après ils se cassent. Donc ce match-là, ben, 3, non 3,5, voilà. Ensuite, Bad News Brown contre Jim Duggan. Alors, un match aussi très court. Encore un putain de match très court. Finalement, ça ne s'arrête jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Et que on sait bien que Bad News Brand, c'est quelqu'un de très dur, de très assez je sais pas comment le mieux expliquer, mais assez rude, même si c'est un peu le cas ce que je dis, mais il était quand même très rude. Et face à lui, ben, un ancien champion de la Mid-South, c'est la vérité, peut-être, hein, je dis bien peut-être parce que j'en suis pas toujours sûr, qui est devenu un genre de second rêve américain, même si c'est pas un hommage à Dusty Rhodes, mais voilà, ils ont essayé d'imiter la chose. Après un long moment de bagarre sur le ring, eh ben, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais je crois que Jim Duggan a pris son bout de bois, Bad News Brand, il a pris une chaise, et du coup, ben, ça se frappe avec les armes, et il y a double disqualification. Oui. Double disqualification. Bande d'assassins. Quel match que je ne pourrais même pas le garder dans ma mémoire, celui-là. Même si je le dis devant vous, mais de toute façon, honnêtement, je vais pas le garder dans ma mémoire, hein. Donc ce match-là, il est loin d'être parfait. Vraiment loin. Donc 3,10 pour une bonne raison. Ensuite, The Reed Roster contre Bobby Heenan. Finalement, il est partout, ce manager. Putain, il s'est pas resté chez lui. Il s'est pas resté chez lui. Rentre chez toi, tu énerves tout le monde. Non, blague à part. Vraiment blague à part. Et oui, j'avais oublié de préciser qu'il y avait pas mal de scènements. Il y avait les scènements de Macho Man, de Hulk Hogan, de Miss Elizabeth, la plupart d'équipes et de catcheurs. Donc il y en a que j'avais oublié, mais voilà, au moins je le cite. Par exemple, de Hulk Hogan, ben, il cite comment Macho Man est jaloux, il a laissé sa folie s'emporter et qui nous dit qu'est-ce que tu vas faire quand la Hulkamania va se déchaîner sur toi. Et après, pour Macho Man, vous le connaissez, sa fameuse catchphrase et son langage vocal, pas grossier, mais voilà, j'essaie de l'expliquer le mieux que je peux. Vous savez qu'il est il est très fou, très sauvage dans la manière de parler, en faisant les oui, et qui promet à Hulk Hogan de le faire passer un sale quart d'heure et surtout de rester champion infiniment, et que ce soir le Hulkamaniac est mort. Voilà ces fameuses paroles. Après, ben, Miss Elizabeth, ben, elle en pense pas beaucoup moins, même s'il sait que les Mega Powers ont explosé, elle voudrait pas décevoir
Hulk Hogan, et encore moins, on va dire, essayer de tendre un piège à Randy Savage, car ce n'est pas son intention. Voilà. Donc entre The Red Roster et Bobby Heenan, match pourri, c'est victoire de Red Roster. 2,80. Ce match-là, 2,80. Maintenant, le main event. Et par contre, ils ont mis Hollywood Hogan alors qu'il n'était pas encore en mode Hollywood. C'était à la WCW qui était en mode Hollywood. Mais ils l'ont mis quand même. De manière étrange. What the fuck. Donc le match pour le titre de la WWF. Et là, ben, vous connaissez le résultat, hein, si vous avez le coffret de Hulk Hogan ou ce Tagat Classics. Je m'adresse à ceux qui l'ont ou pas du tout. Au moins, je vous le dis directement. Donc on sait bien que Hogan fait son entrée, Randy Savage aussi, même Elizabeth, et qu'elle était dans le coin de son mari, ex-mari, que j'aimerais dire. La tension est à son paroxysme, il nous échange des techniques, un peu de technique de la part de Randy Savage, même si Hogan, il suit parfaitement son rythme, épreuve de force, tentative de flinter l'autre. Et je me rappelle que Randy Savage a voulu battre avec sa descente du coude, mais sans succès. Donc oui, Hulk Hogan est dans son second souffle, il va pas mourir, c'est sûr, il ne va pas se laisser enterrer facilement. Il assène des droites, et après un énorme big boot et descente de la cuisse, et c'est victoire de Hulk Hogan, et qui remporte le titre. Donc voilà, et excusez-moi si vous entendez la musique, oui, encore des connards qui ont mis la musique pour que je me fasse striker, à mon avis. Ah ouais, en plus je l'entends de là. Donc j'espère que je vais parler un petit peu fort pour que vous n'entendez pas cette foutue musique. Voilà. Donc ce match-là en description, vu comment j'avais déjà noté. Maintenant, on passe à WrestleMania 6. Oui, le show où Edge et Christian, alors qu'il n'était pas encore catcheur, étaient présents. En tant que fan, bien sûr, ils étaient présents en tant que fan. Donc je vais me concentrer sur le premier match. Paul Roma contre le Brooklyn Brawler. Ah ouais, il apparaît pas. Bizarre. Bref, de toute façon, je me rappelle que ce match-là était rapide. Vraiment rapide. C'est victoire de Paul Roma contre le Brooklyn Brawler. Ce match-là, 2,90. Ensuite, Rick Martel contre Coco Beware. Là, c'est sûr, Coco Beware, j'aurais préféré qu'il remporte la victoire, mais malheureusement, c'est Rick Martel qui a été plus futé. Et si je crois bien, il gagne par soumission. Je ne sais plus par quelle soumission, mais ils disent que c'est par soumission. Bref, je passe. 3,10 match-là. Ensuite, The Demolition, Axe et Smash. Oui, Texas Smash à la manière de My Hero Academia, MHA. Donc c'est contre les Colossal Connection. Équipe composée d'André le Géant et le Roi Aku avec Bobby Heenan. Et que c'était eux les champions par équipe. What? Oui, ils ont été champions par équipe, mais que André le Géant va perdre le titre avec Aku, et que c'est les Demolition qui remportent le titre. Donc ce match-là, 3,10 aussi. Ensuite, Earthquake avec Jim Hart contre Hercule. Et oui, Earthquake John Tenta face à Hercule. Je ne sais pas si c'est Hercule Hernandez ou Hercule tout court. Car c'est sûr, pour avoir un physique hors norme, une puissance hors du commun, c'est vrai qu'il faut être un Hercule. Il faut avoir le gabarit parfait, la gueule parfaite, et tout ce qui va avec. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Match très court, et que Hercule a voulu jouer de sa puissance en mettant à mal Earthquake. Mais Earthquake, il se défend bien, hein, donc faut pas le sous-estimer. Vraiment pas le sous-estimer. Et que un coup puissance mal porté de la part de Hercule, et il se fait avoir par Earthquake,
et que après il fait c'est pas un banzai drop, en gros il saute et il écrase son adversaire en courant des cordes. Donc c'est victoire de Earthquake. Ce match là 3, je mets à 3. Ensuite Brutus Beefcake contre Mr. Perfect et qu'il était avec Genius. Donc Lenny Poffo, le frère de Randy Savage. Voilà, au moins vous le saviez. Finalement, je pensais peut-être qu'il y aurait une stipulation derrière. Par exemple, le perdant se fera couper les cheveux. Mais ils l'ont pas fait. C'est bizarre, ils l'ont pas fait. Ah, ils sont tellement charmants, les amis. Ils sont tellement charmants. Et ouais, on peut le dire. Donc, c'est Brutus Beefcake qui bat Mr. Perfect. Mais il veut pas se faire couper les cheveux. Et pourtant, Brutus Beefcake, il fait ça à la plupart de ses adversaires. Quand la plupart perdent un match, allez, coupage de cheveux, on te fait une coupe gratuite, même si je vais finir en prison pour t'avoir coupé les cheveux. il y en a qui ajoutent comme une expression, ton coiffeur s'est retrouvé mort après qu'il t'ait fait la coiffure. C'est une blague à part, bien sûr, hein. Une blague qui est un peu forte, mais ça nous laisse un peu quand même un rire jaune. Donc c'est pas Mr. Perfect qui se fait raser les cheveux, mais c'est le Genius. Oui, le génie qui se fait raser les cheveux et il célèbre sa victoire. Donc ce match-là, il était sympa, je lui mets 3,5. Encore, ça va encore. Ensuite, Bad News Brand contre Roddy Piper. Et que cette fois-ci, Roddy Piper, il était en mode, on va dire un peu guerrier écossais. Mais j'ai pas compris son délire à Roddy Piper. Il a le côté droit peinturé en noir. Et bien sûr, de l'autre côté, que blanc. Je me suis dit, certes, il s'est inspiré d'un film. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais bien que euh, le guerrier écossais, on va dire ça comme ça, il est aligné auprès de ses troupes en train de dire qu'ils vont faire la guerre et que c'est la liberté qui compte. Je ne sais plus le nom du film, mais je sais bien que je l'ai déjà vu et il était fantastique malgré tout. Mais là, c'est différent. Là, Roddy Piper, on dirait qu'il a voulu être un Renoir. Je crois que je devrais pas sortir Renoir, parce que si jamais je dis ça, ça va faire polémique. Donc je préfère pas dire ça. Et j'ai pas envie que YouTube me strike. Donc excusez-moi pour ce propos. Et j'ai pas envie que les personnes de couleur noire disent que je suis raciste. Car non, ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas raciste. Mais par contre, Piper, il incarne le côté raciste dans son personnage. En plus, c'est vrai. Moitié noir, moitié blanc. Et pourtant, il n'est pas métis. Hein. Il n'est pas métis du tout. Bref, Roddy Piper, c'est un enfoiré quand même, hein, de se mettre en version noire alors que ce n'est pas un noir. Et j'ai pas envie de me faire passer pour un raciste à cause de lui. Et que je m'en rappelle qu'il avait mis un gant blanc pour essayer d'imiter Bad News Brand. Et après une longue période de tapage de gueule, il se termine en double décompte à l'extérieur. Le même finish que du WrestleMania 5. What the fuck? Oui, what the fuck? Donc, c'est victoire de ni l'un ni l'autre, que des perdants. Et que ce match-là, il m'a vraiment lassé. Je vous cache pas, il m'a vraiment lassé. Donc, je lui mets 3. 3, voilà. Ensuite, la Hart Foundation. Donc, Bret Hart, Jim Neidhart contre The Boglovich.
Poklovix, pardon. Alors, équipe composée de Nikolai Volkov et Boris Zhukov, donc l'équipe des Russes. Tout d'abord, c'est les Hart Foundation qui font leur entrée en premier. Et ils sont chez eux. Au Canada, ils sont chez eux. Même si Jim Neidhart, c'est un Américain qui a émigré au Canada. Mais voilà, ils l'ont accepté dans la famille. Je me rappelle que les Russes, ils font... ils chantent l'hymne national russe. Et qu'ils se font attaquer par les Canadiens. Américains-Canadiens. Canadiens pour Bret Hart et américain pour Jim Neidhart, ils se font attaquer et après ça, la Hart Foundation, il les bat si facilement et que le match a été duré très court et que ce match-là, je le mets, malgré qu'il est court, je lui mets 3,20. Encore, c'est pas grand-chose. Voilà. Ensuite, le Barbarian contre Tito Santana et qu'il est accompagné par Bobby Heenan. Finalement, il n'est pas décidé à rentrer chez lui. Tu vas rentrer chez toi, oui. Mais tu vas rentrer chez toi. Lol. C'est une bonne blague. C'est une bonne blague. Bref, Tito Santana, il s'est défendu comme il pouvait, notamment en faisant son marteau mexicain, qui est un peu son finish. Il n'aura pas, on va dire, réussi à la perfection son finish et remporter le match d'un coup, car il se fait, on va dire, soumettre par le Barbarien et qui se prend un énorme torturac et ça permet au Barbarian de battre Tito Santana. Ce match-là, 3,10. Voilà. Et là, un match mixte cette fois-ci. Oui, un match mixte. Dusty Rhodes et Saphir, accompagné par Miss Elizabeth, contre le Macho King Randy Savage et Queen Sherry. Que j'aimerais dire pour le Macho Man, The King Macho Man Randy Savage et la reine sensationnelle Sherry Martel. Donc oui, c'était un match mixte assez sympa, même si je me rappelle que Saphir est donné des coups de boule, enfin, pas des coups de boule avec la tête, hein. Parce que maintenant le boule, maintenant on comprend fessier, maintenant le boule de la tête, c'est des coups de tête, des coups de boule. En gros, des coups de fesses sous la tronche de Sherry, tout en dansant. Voilà, elle a le rythme dans la peau. Et c'est pareil pour Dusty Rhodes, hein, il a vraiment le rythme dans la peau, le côté dansant, le côté divertissant. Et là, il le fait une sacrée correction en Macho Man. Et ce qui va se passer, c'est Saphir et Dusty Rhodes qui remportent le match. Je crois que c'est Saphir qui fait le tomber sur Sensationnel Sherry. Ouais. Donc un match vraiment très sympathique, j'ai adoré. Bon, certes, c'est pas non plus un des meilleurs sous le ring, enfin les meilleurs matchs côté in-ring de la part de Saphir et de Sherry Martel, mais voilà, ils essayent de nous proposer un petit peu de bon catch féminin et masculin, donc le côté mixte qui fonctionne très bien. Mais c'est victoire des Faces. Et après, Miss Elizabeth, elle danse avec Dusty Rhodes et Saphir. Donc ce match-là, beaucoup sympathique comme j'ai dit, 3,5. Et ensuite on poursuit. Allez, Orient Express. Sato. Attends. Ah, Sato, j'ai cru que c'était Kato. Avec Pat Tanaka. Pourtant j'étais persuadé que c'était Kato et Tanaka. Et bien là c'était Sato et Pat Tanaka. Est-ce que j'avais complètement, mais vraiment oublié de dire, c'est que il y avait des comptes à l'extérieur et que je l'ai... Oh là là, j'aurais pu le préciser dans Mister WrestleMania. Oui, je suis un petit peu vénère parce que je cache pas ma petite frustration. Mais bon, c'est les choses qui arrivent et ce que je peux dire, ça n'a pas été leur plus
grand fort aux Rockers, et pourtant on sait que c'est l'équipe la plus divertissante, mais ils se font battre par les Orient Express. Donc c'est assez dommage. En description celui-là, parce que je me rappelle l'avoir déjà noté. Voilà, je passe. Aksam Jim Duggan contre Dino Bravo. Et qu'il était accompagné par Jimmy Hart et Earthquake. Tandis que Jim Duggan, ben, il est accompagné par personne. On croyait que ça va être un match très facile pour Dino Bravo, vu comment il est entouré de Jim Hart et de Earthquake. Mais pourtant, Earthquake, c'est un élément déclencheur dans ce match. Donc Jim Duggan, il fait mine d'y aller très vite, même si il vend les coups qu'on lui donne, parce que il faut faire ça, vendre. Il faut vendre le côté de la chose. Et que après qu'il a terminé de vendre, eh ben, cette fois-ci, il ne va plus vendre les coups, il va directement battre Dino Bravo. Voilà, comme ça, ben, avec un finish que j'essaie un peu de retenir, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà. Donc c'est victoire de Jim Duggan, ce match-là 3,20. Allez, 3,20. Voilà. Ensuite, le Million Dollar Man Ted DiBiase avec Virgil contre Jack the Snake Roberts. Et attendez, ce qui va se passer. Ben, Jack Roberts, ben, vous savez bien qu'il a la fâcheuse tendance d'effrayer ses adversaires avec un serpent. Donc ça, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous savez déjà. Et que je sais que le DVD de Jack Roberts, il me manque dans ma collection. Et même de Dusty Rhodes. Billy Graham, ce que vous voulez. Même Bobby Heenan. Et les meilleurs managers en DVD. Bref, il y a un manque dans ma collection. Même si je reconnais que j'ai un peu une grosse collection. Même si j'ai pas, on va dire, la plus au-dessus. Mais voilà. Donc pour moi, ben, j'aurais préféré que ce soit une victoire de Jake Roberts. J'aurais préféré que ce soit une victoire, mais il y a un truc qui n'est pas allé. C'est que Jake Roberts, eh ben, il avait décidé de prendre son serpent plus tôt et effrayer Virgil, tandis que Virgil, ben, il sait comment jouer les attentions des autres, donc il adore attirer l'attention de celui qui est un peu son adversaire. Et du coup, suite à ça, eh ben, Ted DiBiase, ben, il remporte par disqualification. Il remporte par décompte à l'extérieur. Donc c'est victoire de Ted DiBiase et c'est défaite pour Roberts. Voilà, je ne sais pas si j'étais très très clair, mais voilà. J'ai été clair, je l'ai dit. Ce match-là, il aurait pu être parfait, mais c'est un gâchis quand on perd comme ça, alors qu'on essaye d'avoir du bon catch. Finalement, le bon catch n'a pas toujours été au rendez-vous. Donc ce match-là, ben, 3,20. Voilà. Ensuite, Big Bossman contre Hakim. Donc oui, maintenant les anciens Twin Towers qui sont devenus, on va dire, ennemis. Et que Hakim, ben, il était accompagné par Slick, le styliste Slick. Match très court aussi, très court. Donc ce match-là, je vais pas non plus trop m'attarder dessus. C'est victoire de Big Boss Man en battant Hakim. Ce match-là, ben, 3,10. Ensuite, ben, Rick Rude contre Jimmy Snuka. Et là, ce sera pas pour le titre intercontinental, c'est un match solo, normal. Et que si je crois bien, Jimmy Snuka, il fait son retour. Il essaye de battre ben, la montée en puissance qui est Rick Rude, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il nous faisait rêver, Rick Rude, en faisant une bonne prestation, son côté in-ring qui, qui était assez agréable à regarder, je le reconnais. Mais que Jimmy Snuka, malgré que c'est un ancien, il va pas faire le poids face à Rick Rude. Donc pour ça, ben, c'est victoire de Rick Rude. Et que si je me trompe pas, là, il bat Jimmy Snuka avec son Rude Reckoning. En gros, c'est un brise-nuque. Vous voyez, il est derrière vous. Et des fois, il a la fâcheuse tendance en remuant le bassin. Et après,
Donc, soit vous êtes assis ou alors couché au sol. Et ben là, vaut mieux être assis. Donc, c'est ça le Rude Reckoning. Pourtant, je n'ai pas beaucoup précisé la prise finish de Rick Rude, mais c'est bel et bien The Rude Reckoning. Avec ce match-là, pas mal, malgré que Snuka complètement cuit. Je le dis, il est complètement cuit. Je lui mets un 3,5. Voilà, je lui mets un 3,5. Ensuite, ben, le main event. Le gagnant prend tout. C'est sûr. Le challenge ultime. Donc, Ultimate Warrior champion intercontinental contre Hulk Hogan champion de la WWF WWE. Là, les deux titres étaient en jeu. Une bataille épique. Et oui, encore Hollywood Hogan qui apparaît encore, alors que c'est Hulk Hogan seulement. Donc une bataille vraiment épique. Même si je reconnais, dans la plupart des matchs Hogan, j'ai mis des notes un peu en dessous. Je le reconnais. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on sait maintenant à propos de Hogan. Mais que, voilà, je vais pas le reprocher. Je vais pas non plus l'incendier. Même si on sait qu'il a marqué l'histoire du catch à sa manière. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Et que ce match-là, j'avais déjà noté en description. Donc j'ai pas besoin de faire un dessin. Et que on pensait tous que ce serait Hulk Hogan qui remporterait les deux titres. Enfin, son titre à lui est le titre de Warrior. Et que, comme j'ai dit, c'est le même là où Edge et Christian, qu'ils étaient pas encore catcheurs, qu'ils étaient là en tant que fans, regarder le match. Donc oui, ils étaient là. Et je ne me trompe pas du tout. Et ben c'est là où Hogan il perd pour la première fois WrestleMania. Alors qu'on pensait, parce que c'est vrai qu'à l'époque Hogan il avait vraiment un aura de main eventer imbutable, vraiment imbutable. Et pourtant il se fait battre par le Warrior et qui se fait battre avec un splash. Ouais, avec un splash. Alors qu'on connaît que Hogan lui c'est la descente de la cuisse et Warrior ben, le splash. Donc il bat Hulk Hogan et remporte les deux titres. Et il a remporté le Challenge Ultime. Enfin, le Challenge Ultime. Voilà, au moins je l'ai bien dit. Et bon, ce match est en description. Et j'en ai fini avec ce DVD. Voilà, j'ai assez précisé. Au moins j'ai eu la plupart presque le temps. Parce qu'il faut dire, ça coûte une journée entière à visionner ces DVD. Et que pour les matchs et l'ensemble, parce qu'il n'y a pas de bonus, etc. 3,60. Voilà, ça n'a pas changé de note globale au niveau du Target Classics, vu comment il est vraiment sympa. Et avant qu'on se quitte, dans l'autre vidéo consacrée à Legends of Mid-South Wrestling, j'aurais pu vous montrer les DVD de MMA que j'ai aussi achetés, parce que oui, j'ai acheté des DVD de catch, mais qu'ils m'attendent, ils m'attendront, et que cela... Attendez, je vais vous montrer. Oui, les DVD du UFC. Tout d'abord, ben, attendez. 2 DVD de la Pride. Voilà. Kevin Ronalman, Kazuhiro Nakamura, Ricardo Hanora, Dean Listers. Voilà. Donc oui, celui-là, j'ai eu le temps de tout regarder en premier lieu avant que je fasse des reviews. Ouais, parce qu'en fait, grâce à mon PC et ma télévision, je sais regarder la plupart les deux en même temps. Voilà. Ensuite, le deuxième. Le troisième, parce qu'en fait, ça fait un genre de dessin comme ça. Le troisième, il est dans mon sac. Voilà, il est dans mon sac. Voilà. On va présenter. Tout d'abord, ben, l'affrontement entre... enfin, un futur affrontement entre Mirko Krokop et Fedor Emelianenko.
Attendez, il faut que je le trouve. Mirko Crocop. Ah ben il est là. Par contre, ils se sont trompés. C'est pas le drapeau russe, mais lui c'est le drapeau de la Croatie. C'est Fedor le drapeau russe. Bref, ils se sont trompés. Mais bon, ça c'est la distribution des DVD d'MMA. Maintenant UFC. Donc voilà. Rampage Jackson contre Griffin en main event. En français, commenté par Jean-Paul Maillet et Frédéric Rousseau. Ensuite, les trois où Brock Lesnar apparaît. Tout d'abord, celui-là entre Silva contre Negoeria et Frank Mir contre Brock Lesnar. Ça, c'était ses tout débuts à la UFC où il affronte un ancien champion du monde de la UFC. Et là, il marque bien ancien champion contre superstar du catch. Ancienne superstar du catch. À l'époque, bien sûr. Et c'était, attendez, la date. 2008. Donc il a fait ses débuts en 2008. Donc je me rappelle dans ce match-là, il affronte Frank Mir. Frank Mir, il arrive à s'en sortir des coups répétés de Brock Lesnar. Et c'est là où il fait une clé de jambe et que Brock Lesnar, il a senti la douleur arriver. Il n'avait pas d'autre choix d'abandonner. Donc voilà. Début qui est arrivé un peu catastrophiquement, mais ça n'a pas impacté Brock Lesnar pour autant, parce qu'après, il va bosser, et que sa montée en puissance va être flagrante. Ensuite, l'autre, numéro 87, où il y a Fitch contre Georges Saint-Pierre. Donc Georges Saint-Pierre, c'est lui. Et Brock Lesnar contre Henring. Henring. Donc ouais. Si je crois bien, Brock Lesnar, il met Henring KO en deuxième ronde. Vu comment je me rappelle, il était sur lui, il frappait en pleine tête Brock Lesnar. Et que malgré qu'il a célébré sa victoire, il se reçoit un coup derrière la tête et il fait le malin en faisant comme si c'était un cow-boy qui chassait un taureau avec son lasso. Donc il célèbre sa victoire. Et c'est là où la bête, la machine bestiale est en marche pour Brock Lesnar. Et là, le plus important, Lesnar contre Couture. Le naturel Randy Couture contre la bête incarnée. Bref, le main event, même si ça a duré en 2 rounds, il était explosif. Il était explosif, car je me rappelle, il y a des histories entre les deux, comme quoi Randy Couture va pas laisser prendre sa place par un nouveau petit genou qui est Brock Lesnar, et que Brock Lesnar lui va pas faire plaisir à Randy Couture. Il fait un bon compliment en disant, certes, son côté judoka ou jiu-jitsu brésilien est toujours intact, mais face à lui, il a une force de la nature. Et en parlant de force de la nature, c'est vrai que Brock Lesnar, c'est une force de la nature. Et que c'est là, à l'époque, l'ancienne star du catch devient champion de la UFC, du monde poids lourd. Et que je me rappelle que Brock Lesnar, il va, on va dire, matraquer Randy Couture en 2 rondes, en faisant les points avec des coups de marteau dans la face. Et c'est là où il remporte le titre. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir ce DVD où il devient champion. J'ai pas l'autre où il affronte une nouvelle fois Frank Mir, où il se reçoit la hit de la foule et qu'à la fin il leur fait un doigt d'honneur. Pas pour cette soirée-là, mais là il a été très content d'avoir le titre. Mais bon, au moins j'ai eu le temps d'avoir visionné tous les DVD de UFC
et que maintenant ben, j'en ai fini avec cette review sur le Target Classics sur WrestleMania 5 et 6. Et j'espère que ça vous aura vraiment, vraiment bien plu. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.